Salut et bienvenue. Ça faisait un petit moment pour un nouveau Top 15. J'ai un petit peu hésité à le faire celui-là, mais je me suis dit aussi que ça commençait à faire un peu trop longtemps que j'avais pas fait juste de liste de 15 choses qui me plaisent ou me déplaisent le plus. Et ouais, je vais mettre un peu les Top en suspens et les aussi tier list en suspens pour parler d'une petite liste sympathique, rapide. Pas prise de tête. Et j'hésitais un petit peu, il y a quelques personnes qui m'ont plusieurs fois demandé de faire cette liste, je me suis dit allez pourquoi pas, c'est pas le plus percutant parce que c'est pas non plus la liste qui me vient naturellement, mais allez, il y a moyen que je vous fasse une liste des clichés qui me plaisent, pour revenir sur la liste des clichés qui me déplaisent, que j'ai faite il y a un certain temps maintenant, ça commence à dater un petit peu, et ouais, il y a un peu plus de clichés, de films, d'œuvres en règle générale narratives qui m'ont marqué, qui portent un récit avec un certain fun, dira-t-on. Les clichés sont pas automatiquement mauvais, sont pas automatiquement lourds, même pas forcément automatiquement incohérents. Ce sont juste des occurrences qui commencent à être très fréquentes et qui se remarquent facilement dans l'œuvre. Par exemple, le coup de crier « Non !» quand il nous arrive une tuile. Ça ne se fait jamais en vrai, mais ça se répète un petit peu souvent dans pas mal de films, et c'est devenu un cliché à cause de ça. C'est quelque chose qui se fait de façon empirique. Un cliché, c'est comme ça que ça se définit, un cliché, et il y en a beaucoup qui sont restés tout simplement parce que c'est efficace, parce que c'est amusant, et que on s'en lasse pas tant que ça. Et je pense que même pour ceux qui m'irritent un petit peu, si ça continue de se faire, c'est sans doute parce que ça fait plaisir à certaines autres personnes. La liste des 15 pires clichés, pour moi, à titre personnel que j'ai fait, elle est tout à fait évidemment subjective et pourrait tout à fait représenter les clichés que certaines autres personnes apprécient. Voilà, donc maintenant que c'est dit, j'ai essayé de me faire une liste des clichés qui me plaisaient le plus. J'en ai trouvé beaucoup qui me parlaient comme ça. J'ai essayé de mettre à part ceux qui m'inspiraient un petit peu, qui me faisaient un petit effet un peu plus que ah, ça me dérange pas, c'est sympa. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, je dis ah ouais ok, ça me dérange pas, c'est sympa. Ça dépend des fois, mais en règle générale ça me plaît. Par exemple, il y en a un, et ça a failli entrer dans le top 15, c'est le principe de partir toujours de la configuration d'un groupe de jeunes héros qui doivent s'affirmer dans un monde où les adultes dirigent et où c'est eux maintenant qui doivent faire les lois. Je sais que j'ai pointé quelques moments que j'étais quelqu'un qui commençait à en avoir marre du côté les jeunes au pouvoir face aux vieux. Le problème que j'ai avec ça, c'est surtout quand on doit à tout prix antagoniser les vieux. Mais je trouve que c'est un peu logique dans un sens de rafraîchir la découverte de l'univers avec justement ces yeux plus neufs qui doivent se diriger vers cette aventure et la découvrir avec leur regard un peu plus naïf qui doit apprendre peut-être à façonner un meilleur univers selon les circonstances. Pas forcément, ça dépend évidemment des configurations, nous sommes d'accord, mais ouais, l'idée de partir d'un groupe de jeunes héros global dans une histoire ne me dérange pas et ce serait vraiment hypocrite de reprocher ce genre de choses quand mes séries préférées partent de ce postulat. Par exemple, Avatar, le dernier maître de l'air, on suit des jeunes héros totalement, et c'est très plaisant justement parce qu'on joue sur cette particularité-là, entre autres. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est pas quelque chose d'automatique à faire, hein, je peux apprécier les deux configurations, mais c'est une configuration que je comprends. Voilà, et j'ai un peu hésité à le mettre dans le top 15, mais au bout du compte, je me suis dit que c'est plutôt un truc que j'acceptais comme ça, et pas non plus un truc qui me faisait plaisir, et que je trouvais un peu fun. Mais, il y a des cas que je trouve intéressants, fun, qui rajoute du piment à l'histoire à un certain degré, d'employer ce genre de formule répétée, hein, ce genre de cliché, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec mon top 15 personnel des meilleurs clichés. Numéro 15, le parent mort. Si je suis fan des Disney, c'est en partie à cause de ça au départ, je vous cache pas. Bon, juste en partie, il faut pas exagérer, mais c'est
un élément dramatique un peu facile, un peu répété, ça devient presque ridicule quand on s'y penche de voir le nombre de circonstances dans les films animés familiaux de parents uniques à cause d'un drame, et donc on doit surmonter cette perte-là, c'est tellement ressucé, et c'est loin de représenter tout le monde. Je pense qu'il y a une très très grande majorité de gens qui n'ont pas perdu leurs parents à un jeune âge, contrairement à peu près tout le temps, puisque la plupart du temps on suit un héros jeune. C'est toujours assez fort, je trouve, d'un point de vue émotionnel, d'appuyer ça, d'appuyer une perte, et le fait qu'il y a un vide avec cette perte-là. Et je sais que beaucoup diront, ah, mais ça veut dire que un couple monoparental ne peut pas marcher, il y a toujours un vide à cause de ça. Ben, le truc, c'est que de base, le couple n'était pas monoparental au départ. Il y avait une mère ou un père, souvent une mère, faut dire ce qui est, qui était là et qui faisait tourner le système à 3 ou à plus de 3 selon et qu'ils ont un ou plusieurs enfants. Donc, devoir jouer avec cette perte, devoir la surmonter, que ça joue un rôle important ou pas, je trouve que ça amène une dimension tragique, certes facile dans l'absolu, mais efficace. Efficace, qui fait toujours son petit effet, à moins que ce soit grossièrement amené. Il y a toujours la possibilité que ce soit un petit peu gros et que ça mène pas à grand chose. Malheureusement, il y a des cas comme ça. Faut dire ce qui est, avec le nombre de fois que ça a été pris, ce cliché-là, c'est évident. Mais ouais, c'est un ajout dramatique, tragique, qui fait son effet une bonne partie du temps pour moi. Numéro 14, ça ne pourrait pas être pire. C'est la réplique gag que tu vas venir à des kilomètres, qui sort presque tout le temps, et à chaque fois ça me fait marrer. Et je pourrais pas expliquer en grand détail pourquoi, c'est juste le timing qui va avec et la réaction après coup. C'est-à-dire, oh, ça ne pourrait pas être pire, et puis paf, tout d'un coup ça devient pire, et il y a soit l'expression du personnage qui se dit... soit quelqu'un qui vient lui rétorquer, il fallait que tu l'ouvres. Parce que la personne est consciente que c'est bien un cliché, ça. Quelqu'un qui dit ce truc-là, il fallait que tu le dises. Au moins, ça ne peut pas être pire. C'est un effet comique qui apaise un petit peu l'ambiance sur le coup, et qui fait son petit effet. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que ça marche très bien pour moi, je peux comprendre que ça engage certains. Pour moi, c'est un léger désamorçage d'ambiance qui marche bien. Numéro 13, la pluie lors d'une scène triste, en particulier lors d'un enterrement. La moitié des enterrements, il pleut. C'est toujours la même chose. Ah mon Dieu, c'est triste, c'est tragique, on perd cet être cher. Le ciel pleure avec nous. Ou il pleure à notre place parce qu'on n'ose pas pleurer, parce qu'on est trop viril. Ce genre de choses. Le ciel pleure pour bien appuyer le drame. Il y a beaucoup de scènes comme ça où on appuie... le drame de la situation, tout simplement, en faisant en sorte que les éléments accompagnent ça de la façon la plus directe possible. Et c'est clairement de la manipulation, mais c'est de la manipulation qui marche. Ça exacerbe visuellement l'impact dramatique du moment avec une certaine efficacité, et je n'ai rien de spécial à rajouter là-dessus. C'est un petit accompagnement qui fait son effet. Numéro 12, la fuite d'une explosion. Des clichés d'action de ce type-là me parlent toujours un petit peu. Et j'avoue qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient bien dans l'illustration visuelle. J'aurais pu parler également des objets qui flottent au vent pour appuyer le drame de la confrontation. Genre on va s'affronter, nos cheveux, notre cape, elle flotte au vent. Ça aussi c'est un petit peu cool, mais je pense que je préfère un petit peu ça. Lorsque il y a un bâtiment qui est sur le point d'exploser à cause d'une bombe ou Dieu sait quoi, et on doit fuir juste à temps pour pouvoir s'en sortir en sautant. À chaque fois on saute à la dernière seconde quand l'explosion arrive pour bien appuyer qu'on s'était à 3 cheveux près. Et l'effet de suspense commence un tout petit peu à devenir répétitif quand on a vu ça une trentaine de fois facilement. Mais ça fait toujours son effet.
Ça fait toujours son effet de voir que nos héros risquent leur vie et à 3 fois rien près auraient pu crever. C'est toujours intéressant à voir ça. Et le côté explosion, j'aime les explosions dans un film. C'est toujours un petit peu cool, ça montre que ça pète, ça montre qu'on va un petit peu loin dans notre action, dans nos effets spéciaux. Lorsqu'on appuie ce côté-là, ce côté qui pète avec le danger de mort des personnages en appuyant donc cette espèce de suspense de la dernière seconde, eh ben c'est cool, c'est cool. Ça fait bien son effet, une fois de plus. Numéro 11, le coup de foudre. La plupart du temps, on ne va pas juste croiser une personne, voir son visage s'irradier devant nos yeux et se dire ah, c'est la femme de ma vie, ou l'homme de ma vie. Ça dépend des circonstances, bien sûr. Et ça fait partie de ces cas où j'aime rêver quand je regarde un film. Je vous jure, ça fait partie de ce genre de circonstances où j'ai conscience que c'est romancé par rapport à la réalité et que ça me dérange pas qu'on en fasse un petit peu des caisses. C'est comme pour les explosions et certains autres trucs qui viendront plus tard. Ce genre de façon de romancer une relation et d'appuyer une attirance directe avec ce petit ralenti, ce visage qui s'irradie à nos yeux, la petite musique douce, des fois c'est traité presque en gag. Et des fois c'est un petit peu moyen, ça dépend des circonstances, mais souvent c'est quand même du gag qui passe bien parce que ça parvient à rester mignon. C'est efficace pour lancer un début de relation romantique dans un cadre totalement romantique, romancé comme je l'ai dit, et qui fait toujours son petit effet. Je vais essayer d'éviter de dire ça à chaque fois, mais c'est toujours la même chose. Le cliché fait son effet. C'est un petit peu le problème. C'est ce genre de choses qui faisait que j'étais pas vraiment partant de base pour faire cette liste, parce que ça va juste être l'argument, bah ça fait son effet pour moi, quoi. Donc, excusez-moi, je vais pas avoir un vocabulaire très poussé, hein. Je vais essayer d'éviter de dire ça à chaque fois, mais je sens que je vais le dire à chaque fois. Donc, ça lance très bien ce début de relation pour moi. De dire que notre personnage en passe pour quelqu'un simplement parce que son visage, sa présence même, lui met des papillons dans la tête. C'est mignon et ça aide à appuyer vraiment un côté romantique, un côté féerique à votre histoire. On peut avoir un petit côté féerique comme ça qui n'est pas totalement dérangeant, surtout quand on se place dans un cadre qui se veut un tout petit peu conte de fées, un petit peu fantastique sur les bords, dans plusieurs circonstances. J'aime beaucoup ça et je trouve que ça passe très bien dans la plupart des cas. Il y a des cas où c'est un petit peu moyen, hein, ça marche pas tout le temps, mais majoritairement ça passe très très bien. Numéro 10, le rire sardonique. Basique. C'est juste le méchant qui exulte d'avoir gagné pour l'instant, ou d'avoir le plan pour gagner pour l'instant, et ça déchire, je trouve ça super fun. Personne ne fait ça en vrai, en tout cas jamais aussi fort, surtout quand il y a plusieurs cas où ça devrait totalement les faire se repérer, quoi. Si quelqu'un devrait se dire « Pourquoi vous riez comme ça de façon aussi inquiétante, monsieur ?» Ça va pas. Mais c'est juste fun pour faire passer la vilainie du grand méchant qu'on met en place, surtout dans un cadre où on n'hésite pas à appuyer un conflit manichéen. J'ai rien contre les conflits manichéens si on les assume bien et qu'on les met en place dans un scénario qui le mérite. Et c'est clairement le cas lorsque on appuie nos méchants de cette façon-là. J'ai rien de plus précis à dire, c'est juste fun, très bien fait, c'est toujours un moment qui m'éclate quand ça arrive dans un film, dans n'importe quelle œuvre, ça. Numéro 9, le ralenti de l'action. Je le fais super mal. J'adore, comme je l'ai dit, pas mal de clichés d'action qui sont faits et je pense que c'est un de mes préférés, tout simplement parce que ça aide à mettre en place, mettre l'accent sur l'action du moment. Montrer que, regardez, on fait un truc super cool dans notre action, ça dépote, ça va partout, et tout d'un coup, il y a ce mouvement super compliqué, il y a ce geste d'esquive, il y a l'action qui commence, des fois on commence le ralenti de l'action, au moment où elle se met à démarrer l'action, juste pour appuyer les temps forts, pour bien nous faire assimiler qu'on est en train d'assister à quelque chose qui déchire en termes de chorégraphie, en termes d'explosion, en termes de combat.
Et c'est toujours impactant pour moi d'appuyer ces moments précis de l'action pour qu'on puisse pleinement les savourer. Numéro 8, l'intro en flash forward. Pour ceux qui ne savent pas, flash forward, c'est la vision du futur. On voit rapidement le futur pour revenir au présent après. Et j'aime bien ce procédé, je pense que je l'aurais encore mieux classé si je trouvais pas que depuis quelque temps on en abuse un petit peu trop facilement. Hein, j'ai vu par exemple ce procédé être pas très bien utilisé dans Les Mystérieuses Cités d'Or saison 2. L'accroche de la saison 2, j'ai pas compris pourquoi on a commencé par un flash forward, mais la plupart du temps, quand je vois ce procédé être fait, c'est toujours pour bien nous appuyer, nous accrocher par une espèce de mystère. Il va se passer ça plus tard, vous vous rendez compte comme c'est grave, vous n'avez pas envie de savoir comment on en est venu à cette situation. Des fois en étant un petit peu trompeur, en jouant un petit peu sur les plans, en nous faisant croire qu'il y a quelque chose de grave, que certaines personnes ont certaines intentions, alors qu'en fait elles n'ont pas certaines intentions. Il y a une série qui est super douée à ça, qui je vous cache pas m'a pas mal accroché avec ce procédé, c'est Smallville, qui a commencé beaucoup de ses épisodes avec des situations assez rocambolesques où on dit que c'est mal parti pour nos héros, il y a quelque chose de très étrange qui se passe, comment on va se sortir de là et comment on arrive à cette situation. Et dès lors qu'on sait ça, ça m'accrochait à l'intrigue. Dire comment on va en arriver là. C'est de la manipulation un peu facile parce qu'on pourrait totalement zapper ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien les 99% du temps dans le récit. Mais c'est une méthode d'accroche qui fait parfaitement son effet chez moi. Ça marche du feu de Dieu pour m'agripper et me donner envie d'aller jusqu'au bout de l'intrigue, de suivre pour savoir comment on en est arrivé là. Encore faut-il savoir quand l'utiliser, et c'est un petit peu le problème récemment pour moi, c'est que je tombe de plus en plus souvent sur des exemples qui ne savent pas quand l'utiliser, ce procédé de façon vraiment méritée. Il faut quand même avoir un scénario qui nous amène à se demander pourquoi on en est arrivé à cette situation-là et créer un mystère. Un début de mystère qui puisse agripper le spectateur. C'est malheureusement pas toujours le cas et certains mettent juste en avant une phase d'action qui viendra plus tard et tu te demandes, oui ok, pourquoi vous me montrez cette phase d'action en premier lieu puisqu'il n'y a rien de spécial ou d'intriguant dans ce que vous nous montrez d'avance. Il faut qu'il y ait quelque chose d'intriguant, c'est ça qui est important. Il faut que vous mettiez en place une situation intrigante dans votre flash forward d'intro pour que ça agrippe. Et bon, il y a quand même une grosse majorité encore des cas qui arrivent à faire ça très bien. C'est pour ça que j'aime encore beaucoup ce cliché. J'espère juste qu'il ne sera pas mal utilisé trop souvent par la suite et que ça tombera pas trop. Numéro 7, l'ellipse de mystère. C'est un petit peu en lien avec le cas précédent dans le fait de mettre en place quelque chose d'intriguant pour nous accrocher. Seulement, c'est sur une durée plus longue. Et c'est utilisé un peu plus rarement, c'est pour ça que c'est un cliché à moitié. Ça se fait quand même suffisamment souvent pour être considéré comme un cliché pour moi, mais c'est pas non plus quelque chose d'autant usité que ce que j'ai listé jusqu'à présent. Mais j'apprécie ça lorsque, dans une histoire un petit peu poussée, un petit peu longue, on fasse une ellipse d'un coup, de façon parfois brusque, parfois un petit peu menée, où il se passe plusieurs mois, plusieurs années, genre plusieurs décennies, et on nous met un petit peu dans le mystère de ce qui s'est passé entre-temps. Il y a pas mal de changements dans la situation, nos personnages qui sont plus trop là ou qui sont là de façon différente, qui ont plus les mêmes relations, et tu te demandes mais comment on en est venu là? Comment se fait-il que dans l'ellipse qu'on a mis en place dans Desperate Housewives, il y a Suzanne qui n'est plus avec son chéri, par exemple. Ce genre de choses très intéressantes qui savent agripper par le mystère qu'on met en place. C'est-à-dire, il s'est passé un temps vraiment appréciable. Nos personnages sont au courant, des fois pas tout le temps, hein, il existe des cas, il me semble que Alias a fait ça, où c'est notre héroïne qui s'est retrouvée un petit peu inconsciente pendant une période importante et qui découvre un nouveau monde après une période de temps importante qui s'est déroulée. Ça peut être aussi une très bonne façon de jouer sur l'ellipse de mystère pour moi. Et dans cette considération, tu dois découvrir une toute nouvelle configuration autour du monde que tu connaissais bien avant. Et c'est
très stimulant, très intriguant là aussi. Je trouve ça assez fun à faire comme procédé et j'espère voir ça un peu plus souvent parce que c'est un cliché pour l'instant de justesse. Si ça devenait un cliché un peu plus important, je pense que ça me ferait encore plus plaisir. Encore faut-il évidemment bien utiliser ça, mais c'est comme tous les autres cas, il faut dire ce qui est. Et pour l'instant, toutes les fois où j'ai vu ça, c'était efficace, très efficace. Numéro 6, le loser qui évoluera pour devenir le grand héros. Ou la loser évidemment, hein, je parle au sens général. Donc c'est une configuration qui est plaisante dans le sens où on nous présente quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mérite à la base et qui doit un petit peu, au vu des circonstances qui lui tomberont dessus, de l'aventure qu'il sera un peu forcé de suivre, s'affirmer, devenir de plus en plus réfléchi, plus en plus aventureux, plus en plus efficace, pour finir par devenir le grand héros qui sauvera la situation avec l'évolution qu'on met en place. Et dira-t-on que c'est peut-être une version fantasmée de ce que beaucoup voudraient, c'est-à-dire tomber sur cette situation qui les transformerait en héros? C'est vrai. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est pas juste le monsieur n'importe qui. C'est pas la configuration, par exemple, Harry Potter, et qui commence en étant un gamin normal et qui s'avérera être l'élu parce que truc muche. C'est plus que ça. C'est quelqu'un de légitimement loser qui, sans l'aventure qui lui tomberait dessus, serait clairement pas quelqu'un qui finirait bien, vraiment pas, mais qui, au vu des circonstances forcées, apprendra à s'endurcir, à s'assagir et à devenir la meilleure version d'elle-même, cette personne. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant dans ce procédé-là, dans cet arc très typé, mais qui marche très bien pour moi. Dans le sens où, au début, tu as des sentiments très mitigés envers le personnage au départ. Parce que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un que tu as envie de suivre. Mais cette façon de nous faire avoir un peu d'empathie pour ce qu'elle subit et de l'attachement envers l'évolution qu'elle subit pour devenir de plus en plus un héros, il y a quelque chose de vraiment super satisfaisant dans le résultat final. C'est un développement de personnage très cliché dans son approche parce que ça arrive souvent et je pourrais citer un exemple très récent avec Squid Game parce que le héros principal c'est clairement un loser au début qui doit apprendre à s'affirmer et devenir de plus en plus héroïque. C'est quand même quelque chose de très fort dans cette série. C'est vraiment satisfaisant. Ça vous donne un personnage que vous appréciez pas au début, mais que vous appréciez davantage, vous l'adorez davantage, justement parce qu'au départ, il n'était pas appréciable. Mon personnage préféré de tous les temps suit ce schéma-là. Un pop de Dragon Quest, la quête de Dai, c'est mon personnage préféré de tous les temps, en partie parce que ça suit ce schéma-là. Il commence en étant un peu un loser, le gars. Et il finit par devenir de plus en plus quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un d'honorable, de brave, de courageux, de puissant. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant et de fort dans cet arc-là qu'on met en place, cet arc cliché, puisque c'est répété à chaque fois, c'est très typique, mais c'est puissant, c'est ultra puissant, ça marche du feu de Dieu pour moi et j'espère que ça ne s'arrêtera pas de sitôt ce genre d'approche. Numéro 5, la réplique écho, j'en ai parlé à quelques petites reprises, donc ça ne devrait pas vous surprendre celle-là si vous me connaissez un petit peu. Oui, j'aime beaucoup ce jeu sur le texte qui est de reprendre une réplique qui a déjà été dite avant dans un contexte différent pour jouer un petit peu sur l'attention du spectateur et donner une signification un peu plus puissante au simple dialogue qu'on avait avant. C'est-à-dire, on emploie une telle réplique particulière dans un certain sens et en changeant la configuration, en faisant évoluer les choses, on revient sur cette réplique en lui donnant plus de signification. Des fois en étant juste un petit peu ironique, un petit peu humoristique, ça peut être juste ça, mais même l'effet humoristique passe très bien quand c'est le cas. Et des fois, quand c'est plus que ça, quand c'est vraiment une réinterprétation, un rappel très fort de la chose, pour moi, ça a un effet énorme. C'est pour ça que je cite Hercule en particulier dans ce cadre-là, parce que ça sait parfaitement utiliser ces répliques échos. Le fait d'avoir ces petits dictons utilisés par nos personnages qui, au premier abord, ne signifient pas quelque chose de très puissant, mais qui
en étant repris plus tard, ont beaucoup de valeur. C'est très fort ça, c'est très très fort. Et ouais, j'aime beaucoup ça. C'est un procédé d'écriture utilisé pas mal de fois, et à chaque fois que c'est utilisé, j'adore ça. C'est limite pas un cliché pour moi parce que c'est très bon, mais c'est quand même un procédé qui s'est répété plusieurs fois et qu'on a tendance à utiliser un petit peu maintenant, donc je pense que ça peut être considéré comme un cliché. Numéro 4, le sacrifice. Je me suis étendu sur ce cliché-là dans ma critique de Taram et le chaudron magique, et ça ne change pas, j'aime beaucoup cette manipulation entre guillemets tragique pour nous faire ressentir quelque chose dans un film, et même quand c'est pas énorme, même quand c'est juste un personnage lambda qu'on n'a pas vu longtemps, ça fait toujours un petit effet. Ça me fait pas toujours automatiquement pleurer, faut pas exagérer, mais ça me fait toujours ce petit effet de voir quelqu'un qui a conscience qu'il va perdre sa vie pour sauver une ou plusieurs autres personnes, pour permettre à quelque chose de plus grand de se faire. De son point de vue, c'est quelque chose de super honorable, de très simple, mais de diablement efficace pour faire ressentir quelque chose. Hein, c'est pour ça que je trouve que c'est une hérésie d'avoir réussi à ne pas m'émouvoir là-dessus dans Taram et le chaudron magique, parce que je vous jure, en règle générale, ça me meut toujours un petit peu ça, mais ouais, la quasi-totalité du temps, ça marche nickel pour moi. Et les moments les plus forts qui m'ont vraiment fait chialer dans les films, c'est lorsque quelqu'un se sacrifie directement en ayant conscience qu'il a très peu, voire aucune chance d'y survivre. Juste pour le plus grand bien, juste pour sauver quelqu'un. C'est ultra honorable, très simple, mais très fort aussi. Numéro 3, le sauvetage in extremis. Ou la force du timing, comme j'aime à le dire, et qui repose donc sur mon cliché préféré de toute situation d'action, pas forcément d'action, au passage ça peut être quelque chose d'un petit peu plus fort, mais dès lors qu'on met de la tension sur quelqu'un qui risque d'y passer à cause de telle chose, une explosion qui doit venir, quelqu'un qui s'apprête à le tuer, son poison qui s'apprête à en finir avec lui, ce genre de choses, énormément de circonstances qui mettent en place une mort imminente ou quelque chose de ce genre-là, et où c'est toujours à la dernière seconde que ça se résout. Il y a toujours quelque chose qui intervient à la dernière seconde, c'est toujours on se débat, et il y a un petit problème qui fait qu'on peut pas résoudre ça à 1 minute de la fin. Non, il faut qu'on aille jusqu'au bout et que ça se résolve, genre à 2-3 secondes de la fin. Un truc qui m'a fait délirer, c'est, je sais plus exactement dans quelle œuvre c'était, mais c'était une bombe à désamorcer avec le timer bien précis, et à la toute fin, lorsqu'on se démène pour l'empêcher, le mec arrête le timer à 0,03 secondes. À 3 centièmes de seconde près, ils y passaient. Et je trouve ça facile. C'est un cliché facile, mais super efficace. L'effet est particulièrement palpitant parce que la tension, le suspense se ressent. Et t'as le cœur qui palpite. Même si tu sais que très certainement ça va se terminer comme ça. Tu sais que oui, ça va jouer à la dernière seconde, et évidemment. Mais t'as beau le voir venir, sur le coup t'es pris dans le suspense. Tu ressens la stimulation totale, le suspense, la tension de la chose. Et le soulagement qui en vient quand c'est réglé à la toute dernière seconde. C'est super fort ça. Ça marche du feu de Dieu pour moi, ça aussi c'est un truc que j'arrête pas de répéter, pour appuyer votre suspense, pour bien mettre en avant votre action, parce que c'est souvent en lien avec l'action, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais bon, les derniers points, c'est vraiment des clichés que j'adore. Hein. Chaque fois que ça arrive, c'est presque automatiquement génialissime. Hein. Numéro 2, le pouvoir de l'amitié / de l'amour. Alors, c'est un peu gnangnan, je reconnais, mais c'est une formule très typique qui me touche vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime ressentir des émotions un petit peu faciles, un petit peu exacerbées, de relations qui sont pas forcément ultra réalistes. Et j'apprécie en particulier lorsqu'on appuie la force de l'amitié entre plusieurs personnes, ou la force de l'amour entre deux ou plusieurs personnes. Hein. J'ai pas vu beaucoup d'occasions où on mettait en avant le pouvoir de l'amour entre plusieurs personnes. Donc, mais lorsqu'on appuie un petit peu ça, en montrant que c'est ce qui permet au héros principal ou à quelqu'un de s'en sortir, simplement parce que ça lui donnait la force de survivre, ou simplement parce qu'il y a une sorte de magie qui en émane dans un monde où ça le justifie un petit peu. Il y a des fois c'est un petit peu abusif, mais il y a d'autres fois où ça ne déplaît pas, vraiment pas. La plupart du temps c'est quand même majoritairement satisfaisant. Lorsqu'on met ça en avant,
pour moi, il y a quelque chose de fort qui se ressent, parce que s'il y a bien quelque chose qui me plaît dans une histoire, c'est ces personnages, et en particulier le lien qu'ils forment. Une des forces d'un récit, c'est pas juste les personnages, c'est aussi le lien qu'ils forment, ça fait partie du tout. Et lorsqu'on appuie ce lien en montrant que le lien est tellement puissant qu'il permet à quelqu'un de s'en sortir par la force de sa volonté, pas exactement seul, mais montrer qu'il y a quelqu'un avec lui, je trouve que c'est puissant. Et il y a des fois, ouais, c'est peut-être un petit peu con-con, mais c'est pas trop souvent. Et je pense que la plupart du temps, ça se donne une configuration acceptable pour que ça passe. Un de mes exemples préférés, c'est dans Yu-Gi-Oh! Où très souvent, Yugi est au pied du mur, mais il y a ses amis qui sont là dans l'esprit avec lui pour lui redonner courage et lui donner la puissance d'aller jusqu'au bout de son combat pour bien appuyer que mentalement, c'est pas juste lui qui combat. Même s'ils sont là juste pour encourager, et ben ils sont pas là juste pour encourager, ils forment un soutien particulier, ce genre de choses. Il y a ce côté, je suis plus fort avec l'esprit de ceux qui sont avec moi, de celle ou celui qui est avec moi dans le cadre d'une relation romantique. Ce genre de choses est très fort. Très fort, ça fait un effet sentimental, émotionnel accru pour moi. Et c'est parmi mes moments émotionnels les plus impactants dans une œuvre quand c'est bien amené. Il y a beaucoup de moments où tu ressens ce pouvoir de l'amitié qui va au bout de quelque chose de très fort, qui va au-delà d'un contrôle de méchant, au-delà d'une puissance magique énorme, via ça qui me parle beaucoup. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accroché pas mal à My Little Pony, Les Amis c'est magique, au-delà de son côté un petit peu gamine. C'est que bon, au-delà de son côté gamine, il y avait un aspect, on comprend qu'on est un petit peu adulte et on fait des références, des configurations que les adultes peuvent apprécier, mais il y a aussi ce côté très amitié entre nos héroïnes qui peut paraître un peu niaise, mais qui pour moi fait cet effet de on est ensemble, on est prêt à beaucoup lorsqu'on est unis, et lors des grandes confrontations, lorsqu'on montre que Twilight ne peut pas s'en sortir sans l'appui de ses amis, et ça fait toujours ce petit effet-là, vraiment. Et cette force de l'amitié, cette force de l'amour qui arrive aussi de temps en temps, ça marche très bien pour moi. C'est peut-être un peu facile, mais ultra efficace. Et mon cliché préféré est l'émancipation par la coupe de ses cheveux. Je vais pas le faire, rassurez-vous, mais c'est un truc que j'adore. C'est une espèce de représentation visuelle de ce changement de cap qu'on est en train de vivre, tout simplement en changeant de look. Et la façon la plus évidente, la plus simple de le faire, c'est de dire, et vous savez quoi, ces longs cheveux qui représentaient une certaine beauté, une certaine fierté, c'est pas ce que je veux maintenant, je veux en changer. Je vais pas les couper, rassurez-vous. Limite, si je trouve une configuration à la fin de ma chaîne, mais vraiment à la fin de la chaîne pour le faire, juste pour partir sur un bang, peut-être, il faudrait que je trouve une bonne configuration, mais ça viendra pas, hein. Il y a peu de chance, il y a peu de chance. Ce genre de façon d'appuyer un changement, une nouvelle assurance chez le personnage, est juste diablement efficace. C'est l'illustration visuelle la plus forte, la plus directe, la plus évidente, qui me laisse toujours un impact fort. Vraiment un impact fort. Chaque fois que je vois un personnage avec des longs cheveux qui traverse une phase un peu dure, tout de suite je me dis, j'espère qu'on va voir cette phase où elle va prendre ses cheveux et dire non, je veux plus qu'ils soient longs comme ça. pour bien dire non, je ne suis plus celle que j'étais avant, ou celui que j'étais avant, parce que ça arrive que des mecs le fassent aussi, hein. C'est un peu moins souvent, mais ça arrive. C'est juste énorme. Je trouve ça juste énorme. C'est une façon d'appuyer une mentalité avec pas grand chose, un changement décisif puisque visuellement ce sera plus la même chose, qui fait effet énorme, un effet énorme. Et j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. C'est un petit peu le problème avec la plupart de ces clichés. Je l'aime bien par rapport à ce que ça représente et l'efficacité visuelle souvent, l'efficacité émotionnelle que ça renvoie sur le coup. Et c'est le cas. C'est juste une efficacité visuelle qui fait parfaitement office d'illustration du changement de cap du personnage. Et excellentissime. Chaque fois qu'une œuvre fait ça, c'est l'extase pour moi.
Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à faire partager vos clichés préférés. J'avoue qu'il y en a pas mal d'autres qui me plaisent un petit peu. Hein. J'ai pas seulement 15 clichés que j'aime bien. Et je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.